J'ai une petite proposition à vous faire et je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc, c'est réglé. Non, non, non. Enfin, je pense aussi, voilà, enfin justement, faut pas lever la main parce que j'allais encore proposer quelque chose. Est-ce qu'on pourrait passer aux questions de la salle, à des questions? Des questions, encore une fois, je précise, c'est des questions, pas des interventions. Les interventions et discutons sont déjà passées. Donc, et elle pourrait aussi réagir à ce qui a été dit par les 4 intervenants. C'est juste pour pouvoir gagner un peu de temps, parce que voilà, sinon on va rester ici jusqu'à plus d'heures. Oui. Hein? Vous êtes déjà discutant. On va laisser les gens qui n'ont pas pris la parole et après on va voir. Alors, on va prendre un faisceau de questions, un groupe de questions, et on va laisser à nos 2 panélistes la possibilité de répondre. Je vois tout le monde. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je pense que 8. Et voilà, oui, c'est bon. Alors, des questions, mais questions, 30 secondes, pas des interventions. Je pense qu'on a tout ce que pour être dit comme voilà, analyse a été fait. On va maintenant besoin de questions. Et c'est comme vous voulez. Alors, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un micro? Ah, mais question encore une fois. On prend le micro. Et là, votre voix porte très très bien. Voilà, c'est une question pour Madame Agnès. Je remercie d'être là. Agnès est là. La question c'est celle-là. J'avais dit que ça, très clairement, ça n'a pas commencé en 7 octobre, ça a commencé bien avant, et même avant, ça a été dit avant 48. Alors, si on met ça, c'est-à-dire que c'est un plan prédéfini, si on met ça côte à côte, et si on voit les images du 7 octobre, avec ces voitures renversées, ces bâtiments détruits, ça ne peut pas être fait avec des parasites. Et si on voit l'attitude du gouvernement Netanyahu qui se fiche éperdument des otages pour se focaliser sur son expansion, est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est sans être inspirationniste, Merci beaucoup, monsieur qui est devant. Si vous pouvez lever, enfin, je pense qu'on... Des livres, un petit mot des livres, donc une petite présentation des livres. Monsieur qui est là. Déjà levé, après vous. Ouais. Oui, voilà. Donc, étant donné cette situation où il y a la question du rapport de force, est-ce que vous ne pensez pas que maintenant la balle est chez les peuples, et notamment, à mon avis, chez les peuples du monde occidental? Parce que l'origine du problème, comme tout le monde sait, et comme ça a été dit, c'est l'Occident. Et pour rappel, historiquement, la guerre de 1956, lorsque Israël, la Grande-Bretagne et la France ont attaqué l'Égypte nassérienne, les États-Unis ont fait arrêter la guerre. Parfait, merci beaucoup. Merci. Je termine. Allez, Deuxième élément, lorsque Poutine a attaqué l'Ukraine, les sanctions ont été immédiatement sorties, débloquées, etc. Pourquoi jusqu'où on va aller avec ces 2 poids 2 mesures? Merci. En fait, oui, beaucoup d'analyses ont été faites sur ce sujet. Moi, j'ai 2 petites questions à Madame Agnès Levallois. Elle qui a une expérience au niveau des pays arabes, on n'a pas assez décortiqué la position des pays arabes. Finalement, quels sont les intérêts? Pourquoi cette timidité? Et deuxième question, Madame Agnès Levallois, vous avez une expérience avec les médias. On n'a pas parlé aussi du rôle des médias, finalement, en tant que complices. Et voilà. Et si vous pouvez me donner quelques explications. Merci beaucoup.
Bonsoir. Je ne vais pas dépasser le maximum. Déjà, premièrement, un grand salut pour le comité d'organisation et surtout un message. J'ai vu deux spécialistes en train de débattre, donc c'est un plus pour l'action féminine. To the point. Déjà, ma question est la suivante. Pourquoi les peuples, la gauche, ou bien la gauche au niveau mondial, depuis des décennies, n'arrivent pas vraiment à s'unir et à former une vraie coalition internationale? Merci. Parfait, merci beaucoup, monsieur. Et après, c'est Samy. Je vous assure, on ne va pas rester que dans cette partie gauche de la salle. Je remercie les intervenantes pour leur exposé. Une question à Madame Agnès. Vous avez conclu votre intervention sur la question « Qu'est-ce qui va se passer après ?» Moi, je vois que ce qu'on vit actuellement montre sincèrement ce qui va se passer. Donc, je voudrais que vous terminiez ou bien répondez à cette question. Merci beaucoup. Je sais pas, ouais. Après, on va passer ici. Juste derrière. Merci encore une fois aux organisateurs et aux intervenants. J'aurais une question pour Sandrine Mansour, parce qu'on a parlé des États occidentaux, on a parlé des pays arabes, mais je voudrais savoir, par rapport à la position des Palestiniens de 48, et puis surtout du Fatah, est-ce qu'ils sont complices quelque part, les uns en ayant la carte nationalité israélienne et les autres en appelant aujourd'hui à des manifestations contre le Hamas? Merci. Merci beaucoup. Là, c'est dingue. Bonjour à toutes et à tous. Ah, Micro. Pour votre exposé. Donc, ma question s'adresse surtout sur la question des jeunes. Parce qu'une période, lorsqu'on a signé le traité des accords d'Abraham au Maroc, c'était un des pires jours de notre vie parce que sur Internet, on avait plein de jeunes qui disaient oui, le Maroc doit être pragmatique et tout ça. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont mobilisés. En France, d'ailleurs, ils sont les majoritaires dans toutes les mobilisations. Aux États-Unis, il y a tout un mouvement qui dépasse même ce qu'on faisait là dans les pays arabes. Dans les pays arabes, on a repris la Gen Z dans nos manifestations et surtout Sion qui fait un travail remarquable avec les jeunes. Aujourd'hui, comment on peut transformer ce moment à un moment de prise de conscience globale et un vrai mouvement politique, comme ce qui s'est passé avec la guerre de Vietnam, avec les guerres anticoloniales qui ont forgé vos générations. Maintenant, comment, dans ce monde fasciste dans lequel nous vivons, il n'y a plus de neutralité d'Internet, il y a l'invisibilisation dont vous parlez tout le temps dans vos chroniques et dans vos interventions, comment on peut transformer cette force en vraie politique pour les jeunes? Merci beaucoup. Une question très très importante. Merci beaucoup. Oui, très très difficile. Très très difficile. Que l'âme du feu Ben Saïd repose en paix. Merci pour les camarades et les amis du GREM. Micro. Ça, ma question, on parle de deux États dans la terre palestinienne et on parle d'un seul État. Ne voyez-vous pas que la solution radicale, réaliste, c'est le démantèlement de l'entité sioniste qui se repose sur 10 axes. Donc tout le monde doit les connaître dans l'appui de l'Occident et des pays arabo-maghrébins et musulmans. Parfait, merci beaucoup. Et monsieur qui est là, après madame. Bonjour tout le monde. Pour ma part, je vois que les Européens un peu éclairés mettent en avant toujours les otages, sans parler, aucun ne parle des milliers de détenus palestiniens. Absolument. Merci beaucoup. C'est clair. Juste à côté, juste devant. Ah ouais, non, c'est là. Ah, voilà, c'est très cool là. Shukran, merci. Ma question est comment et pourquoi est arrivé que les intellectuels européens et surtout français, plusieurs intellectuels ont révisé, se sont permis de réviser la définition du sionisme et on trouve quelques-uns maintenant qui défendent une hiérarchie des sionistes. Merci. Il y a des bons sionistes et il y a des
mauvais sionistes. Merci beaucoup, mesdames. Les deux dernières questions, comme ça on a fait plaisir à tout le monde. Oui, merci beaucoup. Ah, Donc, bon, je dirais que la normalisation, c'est une participation d'une manière indirecte au génocide. Alors, ma question est par rapport aux perspectives, par rapport à cette situation. Peut-on réfléchir à un réseautage à l'échelle internationale pour qu'on puisse, c'est-à-dire participer à une solution plus ou moins, puisque nous avons vu qu'il n'y a pas de, il y a une invisibilité, mais nous devons faire quelque chose. C'est à travers, j'imagine, le réseautage au moins des institutions, des ONG et des militants du monde, y compris les Palestiniens hors Palestine. Ils ont un mot à dire et nous pouvons peut-être faire quelque chose avec eux. Merci, Sehbib. Avant-dernière question et après, parce que vous êtes... Ah ouais, Sehbib juste derrière. C'est juste, il y a une question qui me taraude l'esprit. C'est que depuis tout à l'heure, j'entends plutôt des réponses apocalyptiques. L'année dernière, en 2024, nous avons organisé un forum pour essayer de discuter avec Hamas, avec Jihad Islami, avec le FPLP, avec un certain nombre d'organisations internationales pour essayer de réfléchir sur l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas la résistance, mais quelle solution aujourd'hui pour l'avenir de... Je n'ai rien entendu d'autre que celle de l'unité hypothétique des forces palestiniennes. D'accord. Merci beaucoup. Dernière question. Ah, là, avant. On va fermer parce que sinon, là, on va pas finir. Merci beaucoup. Non. Hein? La galanterie, j'en ai beaucoup. Donc, bien sûr, elle a la dernière question. Je posais une question qui fâche, mais bon, qui nous taraude quand même tous. C'est que le Hamas est un groupe politique, un parti politique en fait, hein, qui a gagné des élections, qui a dirigé l'enclave de Gaza pendant des années et qui est aujourd'hui totalement ostracisé, comme si c'était en fait une sorte de groupe terroriste, hein, exclusivement. Je voudrais comprendre comment, en Occident, s'est articulé en fait ce point d'inflexion qui consiste à mettre en place un dispositif discursif et idéologique au sein duquel, en fait, un parti politiquement élu, quelles que soient ses orientations, je suis profondément féministe, donc bon, je ne me sens pas concernée, mais en tout cas, c'est un parti politique qui aujourd'hui est en résistance armée face à un État colonial totalement violent, qui, bien avant en fait, le 7 octobre, tirait sur les jambes, dans les genoux des jeunes manifestants palestiniens pacifiques, en fait, hein, qui demandaient la fin du blocus. Comment fait-on, je veux comprendre par quel dispositif idéologique et discursif ce parti est érigé en groupe terroriste, et aussi, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien ici avec la grande croisade occidentale déclenchée le 10 septembre 2001 contre justement le monde arabo-musulman et les forces politiques en fait, de résistance à l'intérieur de ce monde? Merci beaucoup, madame. Ah. Non, en septembre. Merci. Je fais la suite de ce qui a été posé, parce que le lendemain du 7 octobre, Israël et tout le monde, avec elle, il s'est lancé dans une guerre contre le terrorisme par Hamas. Alors la question que je pose, depuis le 11 septembre jusqu'à aujourd'hui, et bien sûr avant, on n'a pas bien défini... Le 7 octobre ou le 11 septembre? Non. Alors, on veut gagner du temps, mais non, juste pour être précis. Après le 7 octobre, voilà, Israël a dit qu'elle est en train de lutter contre le Hamas terroriste et tout l'Occident avec elle. Mais depuis le 11 septembre jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu, et même avant, on n'a pas pu donner une définition du terroriste et de l'État terroriste. Et ce qu'on a donné, je me pose, on a laissé la porte ouverte pour la victimisation
c'est qui la victime et qui Merci. le terroriste. Merci beaucoup. Dernière question, Sophie. Parce que sinon... Hein? Merci, monsieur Abdallah. Il y aura toujours des questions. Il a été dit que l'auteur du livre noir de Gaza, il a été dit que l'auteur nourrit de faux espoirs dans la justice internationale. Cela a été écrit dans le site Groupe marxiste international le 16/12/2024. Je voudrais savoir la réaction de l'auteur. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai une dernière question que je voulais poser depuis tout à l'heure, parce qu'on a parlé d'Israël depuis tout à l'heure. Qu'en est-il des camps de la paix en Israël? Est-ce qu'il existe encore un camp de la paix en Israël? Merci beaucoup. Voilà, enfin, on compte sur votre esprit de synthèse pour répondre aux 4 discutants et aux dizaines de questions qui étaient là, et dans un laps de temps qui est entre 5 et 10 minutes pour chacun. Et oui, voilà. C'est un esprit synthétique. Je vais tout de suite évacuer une question, et pas en raison de son manque d'importance, bien au contraire, à la question des prisonniers palestiniens. Si je ne l'ai pas évoquée, ce n'est pas que je ne l'évoque pas, parce qu'elle est tout à fait présente dans mes propos de façon générale, mais là, j'ai parlé des otages parce que je parlais de la stratégie d'Israël. Donc, c'était pour ça que je n'ai pas parlé de la question des prisonniers, mais dès que j'en ai l'occasion, c'est un sujet que j'aborde parce qu'effectivement, on a, dans les médias français en tous les cas, les yeux braqués sur les otages, sans parler de la question des prisonniers. Donc vous avez tout à fait raison, c'est un point sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Est-ce que l'attaque du 7 octobre a été préméditée ou pas? Alors moi, je fais partie de ceux qui considèrent que ça n'a pas été prémédité, mais que... Moi, mon analyse, mais je pense que Sandrine y reviendra, parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord, et ça fait partie du débat. Ce que je pense, c'est que l'État d'Israël se sentait et se sent toujours tellement supérieur en tant que puissance coloniale qu'il considère que le peuple qu'il colonise est un sous-peuple, puisqu'une puissance coloniale se sent par nature supérieure au peuple qu'il colonise. Et donc pour Israël, c'était impensable que les Palestiniens puissent mener une opération contre eux, d'autant plus qu'ils avaient investi plus d'1 milliard dans la barrière de sécurité autour de la bande de Gaza et qu'ils avaient mis en œuvre tous les moyens électroniques les plus sophistiqués pour pouvoir empêcher quoi que ce soit. Donc pour Israël, il était inenvisageable que les Palestiniens soient capables d'imaginer une opération pareille. Et ça s'est renforcé par le fait que, sous la pression des ministres d'extrême droite, il fallait que les unités qui étaient postées à côté de Gaza soient transférées en Cisjordanie pour prêter main forte aux colons qui mènent, comme vous le savez, des opérations régulières contre les Palestiniens. Donc, pour moi, ça a été, alors l'expression va paraître malvenue, un effet d'aubaine pour le gouvernement israélien, de mener à bien ce plan qui consiste à finir 48. Mais moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que ça a été prémédité. Parce que, pour cette raison que je viens d'évoquer, cette supériorité intrinsèque à une puissance coloniale. Mais Sandrine donnera son avis parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Je pense que pour revenir à la question des intellectuels occidentaux ou européens, parce que finalement c'est revenu par plusieurs biais, il y a et ça va permettre de faire la boucle avec le 11 septembre. Je crois que le 11 septembre a vraiment été un moment charnière avec cette focalisation qui a été largement instrumentalisée de la lutte contre le terrorisme. C'est vrai qu'il ne peut pas y avoir de définition du terrorisme. L'ONU ne s'est toujours pas mise d'accord, parce que pour certains pays, celui qui est terroriste est un résistant et vice-versa. Donc de toute façon, on se mord la queue, passez-moi l'expression, mais c'est impossible de trouver. Mais le 11 septembre a été cette occasion formidable pour les pays occidentaux et pour les pays arabes. Je rappelle que au moment, avant le 11 septembre, il y avait eu un processus mené par un certain nombre de pays européens qui consistait à dire aux pays arabes « il faut vous démocratiser un peu parce que vous êtes dans des sociétés, ce sont des cocottes minutes, et donc ouvrez un peu le jeu politique parce que sinon ça va vous exploser la figure ».
Et c'est comme ça qu'il y a eu des élections un peu plus ouvertes. Alors tout ça avec beaucoup de guillemets. Hein. Dans certains pays comme l'Égypte, même comme la Syrie, où il y avait eu une petite ouverture. Et le 11 septembre est arrivé et du coup a été repris en main par les régimes autoritaires pour dire, voyez bien, vous les Occidentaux, vous êtes des doux rêveurs. La réalité, nos sociétés ne sont pas prêtes à la démocratie. On a entendu ça 10 000 fois. Les pays arabes ne sont pas mûrs pour la démocratie. Bon. Et donc ça a permis une reprise en main de l'autoritarisme encore plus fort et qui a permis d'instrumentaliser cette carte du terrorisme. Et pourquoi, justement, après le 7 octobre, Israël a pu jouer aussi facilement sur cette carte? Parce que c'était un moyen de répondre à ça. Vous en voyez bien, de toute façon, nous, on est la pointe avancée de la civilisation, de la lutte contre le terrorisme. Vous, vous êtes des doux rêveurs, laissez-nous faire. Nous, on sait comment réagir. Et de toute façon, et c'est encore plus pervers, on vous défend. Israël considère qu'il défend les Occidentaux dans la région contre ces sauvages d'Arabes et de musulmans, parce que c'est les musulmans qui sont visés. Donc on est dans un cercle vicieux, dans un truc d'une perversité inouïe, et qui a vraiment démarré de façon, à mon avis, significative, le 11 septembre, qui a été vraiment cette nouvelle séquence qui a été complètement instrumentalisée, pas simplement par Israël, mais par les régimes autoritaires aussi, de la région qui, eux, ne voulaient surtout pas s'ouvrir politiquement et permettre une certaine évolution. Et donc, cette instrumentalisation a servi les pays arabes et Israël, et ça me permet d'avancer sur la question sur ce que font les pays arabes. Les pays arabes, très rapidement, pour moi, il y a un déplacement de centre de gravité du monde arabe qui est passé du Proche-Orient aux pays du Golfe. Avant, le cœur du Moyen-Orient, du Proche-Orient, c'était quoi? C'était l'Égypte, c'était la Syrie, c'était l'Irak, c'était le cœur, et la Palestine, c'était le cœur battant du monde arabe. Aujourd'hui, il y a un déplacement total vers les pays du Golfe, c'est eux qui ont l'argent, c'est vers eux qu'on va, parce que c'est eux qui ont les moyens maintenant de financer tout un tas de projets, tout ce qu'on veut. Regardez Trump, la seule chose qu'il est capable de dire, c'est qu'il revient avec des milliards, des centaines de milliards de dollars. Donc, les pays arabes, ils sont complètement tenus par ça parce qu'ils sont rentrés dans ce système de ce capitalisme et ça revient à les questions sur est-ce qu'on va vers la fin du capitalisme. Mais ces pays arabes, eux, les pays du Golfe en tous les cas, ils sont complètement là-dedans. Leur seule boussole, eux, c'est pas le droit international, c'est effectivement faire du business, faire du fric et comment je fais le plus de fric possible. Donc les Palestiniens, ça les ennuie dans tout ça. MBS, il a été gêné dans toute la mise en œuvre de ses projets économiques de Vision 2030 parce qu'il voulait, à travers la normalisation et avec les relations avec les États-Unis, financer tous ces plans de diversification de l'économie saoudienne. Et le 7 octobre a vraiment arrêté tous ces projets. Donc lui, il rêve de normaliser MBS. Bon, maintenant, avec son père qui est toujours roi et qui est là, son père, quand même, c'est une génération qui dit non à la question palestinienne, elle est importante et on ne va pas la lâcher. Mais pour cette nouvelle génération de responsables des pays du Golfe, la question palestinienne, c'est le cadet de leurs soucis. Et on voit bien qu'ils sont absolument incapables et qu'ils ne veulent surtout pas risquer leur relation privilégiée avec les Américains et éventuellement d'autres pays occidentaux au nom de la question palestinienne. Alors maintenant, les opinions publiques, quand même, réagissent quand même très fort, même en Arabie Saoudite. Les Saoudiens sont vent debout contre ce que fait Israël dans la bande de Gaza, évidemment, parce qu'ils voient les images. Donc MBS, il en tient compte. Donc maintenant, il met des conditions à une éventuelle normalisation, même si je suis d'accord, ce mot est terrible, pour donner satisfaction à sa population, parce que le jour où son père va mourir, il aura besoin du soutien de ces jeunes pour devenir roi, lorsqu'on sait qu'il y a un certain nombre de princes qui sont en embuscade pour éventuellement remettre en question la transition telle qu'il la met en place. Donc il y a un accord, il y a des accords, il y a des intérêts communs entre les pays du Golfe, qui sont les pays dominants. Les autres pays ne comptent plus aujourd'hui. Je veux dire, la Syrie compte plus, l'Irak compte plus. Il y a l'Égypte qui essaye de réémerger un petit peu, mais l'Égypte ne va pas se lancer dans l'accueil des Palestiniens parce que ça remettrait en question la stabilité de l'Égypte lorsque l'on connaît la passion de Sisi pour les frères musulmans. Sans parler de la Jordanie, si la Jordanie accueillait des Palestiniens de Jordanie, c'est la fin du royaume dans les mois qui suivent. Donc on a un monde arabe. La seule chose qui pourrait sauver ce monde arabe et permettre un soutien au peuple palestinien, ça serait une unité du monde arabe, mais ce n'est pas à vous que je vais dire que cette unité, on ne la voit pas, qu'elle n'a jamais existé et qu'on ne voit pas dans quel contexte elle pourrait émerger.
2 mots sur le livre de Gaza. J'ai simplement voulu en fait documenter ce qui se passait parce que j'étais horrifiée, comme beaucoup d'entre vous, par le fait que les journalistes ne pouvant pas rentrer dans la bande de Gaza, il fallait quand même essayer de travailler et de donner à connaître ce qui se passait. J'ajoute tout de suite que les journalistes palestiniens font un travail exemplaire et qui sont les premiers à payer un prix absolument insensé à ce massacre mené par Israël. Mais donc, je trouvais important de donner à connaître à un public assez large la réalité de ce qui se passait dans la bande de Gaza, qui était un moyen de montrer quelle était la stratégie mise en œuvre par Israël dans cette stratégie mise en place au lendemain du 7 octobre et en replaçant cela dans un contexte historique, c'est ce que je vous disais au début de mon propos. Donc, la seule ambition de ce livre, c'est de donner à comprendre et qu'on ne nous dise pas dans quelque temps, on ne savait pas. On sait tout, et il y a un nombre de rapports et d'articles et de documentation. Je crois que c'est comme la Syrie, ça fait partie de ces conflits qui sont énormément documentés, donc on ne peut pas dire qu'on ne savait pas, et on ne pourra pas s'abriter derrière cet argument, en tous les cas, par la suite, et ça me paraît absolument essentiel. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai un peu oublié. Alors, je voudrais revenir sur un des aspects qui a été le dernier discutant, parce que je suis tout à fait d'accord, quand il dit que le projet sioniste tire à sa fin. C'est vrai que je crois que là, on assiste à un divorce absolument essentiel entre ce qu'a été l'État d'Israël, qui a été un État israélien, juif, qui a été fantasmé, qui a été rêvé. Dans les années 70, 80, 70, vous aviez des Français qui pouvaient partir en Israël, aller passer leur mois d'été dans les kibboutz sans être juifs, parce que c'était un espèce de rêve de société socialiste, ouverte, liberté, où les enfants étaient gardés par tout le monde, une espèce de rêve. Et qui aujourd'hui se confronte à une réalité qui est qu'aujourd'hui, cet État d'Israël n'a plus rien à voir avec ce rêve. Mais on a beaucoup d'intellectuels, ou même de Français, là je parle de la France, qui ont eu ce rêve de cet État d'Israël sans avoir une connaissance, sans forcément faire l'effort de savoir ce à quoi ça correspondait, parce que ça avait été forcément très très bien mis en œuvre, et qui aujourd'hui se trouvent fracassés face à l'image d'Israël qui ne correspond à rien, à ce fantasme qu'ils ont eu d'une société qu'ils ont voulu entendre comme étant une société idéalisée. Et donc, il faut accepter de se dire qu'ils se sont fait complètement balader, passez-moi l'expression, instrumentaliser, ou qu'ils n'ont pas eu l'honnêteté intellectuelle de regarder ce qu'il en était. Et donc, ça provoque des réactions souvent très, très fortes, parce que les gens, ils n'aiment pas s'apercevoir qu'ils se sont fait complètement, soit qu'ils n'ont pas été suffisamment courageux intellectuellement parlant pour regarder la réalité, ou alors de s'être fait instrumentaliser pour ceux qui n'ont pas voulu regarder la réalité. Et je pense que ça explique en partie aussi une certaine réaction de certains de ces intellectuels face, du coup, à la dérive actuelle de cet Israël et qui n'a plus rien à voir avec ce rêve, ce fantasme qui les a alimentés pendant des années et des années. Peut-être que je te laisse répondre si j'oublie. Je vois que je vais rebondir, après je reprendrai d'autres choses par rapport au fait que ce soit prémédité ou pas. Moi, comme j'ai malheureusement vu dans les archives tellement de fois où les choses étaient bien organisées, aujourd'hui, je ne me prononcerai pas, parce que moi, j'ai besoin d'avoir les documents d'histoire pour dire. Donc, je ne peux pas dire. J'ai un questionnement pour avoir été à Gaza déjà, pour aller quand même en Palestine quasiment tous les ans. Rien ne se fait sans qu'ils le sachent. Rien. Donc, je suis en doute. D'ailleurs, il y a des ministres qui ont dit qu'il y avait un rapport qui était sorti en septembre, qui avait été donné au gouvernement israélien et qui donnait extrêmement de détails sur l'opération qui était en train d'être organisée à Gaza. D'autre part, les gens à Gaza, ils le disent, tout le monde était au courant à Gaza qu'il y avait une opération qui se préparait. Tout le monde était au courant. Bien évidemment, pas forcément de l'envergure. En réalité, ce qui a surpris et ce qui est très intéressant, il y a eu un film qui a été fait par Al Jazeera. C'est pas Al Jazeera, ce sont des chercheurs, des enquêteurs qui ont demandé à Al Jazeera d'accepter de monter ce film où ils ont commencé, c'est la première enquête sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Il y a une chose qui est très claire et que les gens du Hamas qui ont été interviewés disent, ils ont été les premiers surpris de la facilité avec laquelle ils ont passé
la barrière. Et puis aussi le temps qu'il a fallu pour que l'armée intervienne. Ça les a énormément surpris. Donc je questionne, parce qu'ils disent ils s'attendaient quand même à une résistance qui arrive plus rapidement. Ils ne l'ont pas eu. C'est ce qui fait qu'il y a eu une deuxième vague de gens qui, eux, n'étaient pas forcément du Hamas, qui sont passés de l'autre côté. Voilà, et tout ça, c'est peu connu. C'est pour ça que je suis en questionnement par rapport à ça. Je reviendrai rapidement sur tout à l'heure ce qui a été dit sur la question de la résistance, acte de résistance. Il y a 3 mots qui sont interdits d'usage aux Palestiniens. Résistance, solidarité, reconnaissance. Vous savez pourquoi? Parce que le jour où les Palestiniens, on leur donne l'autorisation de les avoir, c'est la libération, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient autre chose que des gens à résister ou des gens avec qui il faut être solidaire ou qu'il faut reconnaître. Et donc ça c'est très important, c'est la raison pour laquelle. La question des partis de gauche européens, vous savez le Parti socialiste en France, il y a 15 jours, a créé le cercle des socialistes avec Israël, pro-sioniste, en disant que le Parti socialiste était un parti sioniste. Ils ont mis sur les réseaux toute une déclaration en disant que le Parti socialiste était un parti sioniste, et avec toutes les actions qu'il fallait mener, qu'Israël était une grande démocratie qui ne bombardait que les étages où il y avait les terroristes dans les immeubles, qu'ils étaient très précis, c'était comme ça dans les textes. Bien évidemment, quand on a vu ça sur les réseaux, il y a eu des levées de boucliers, ils ont retiré le texte, mais ils n'ont pas amendé la décision de créer ce cercle. Le Parti socialiste est un parti colonial, historiquement. Donc il ne faut pas l'oublier. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est de voir les partis comme le Parti communiste qui a disparu des radars. Et c'est vrai qu'il n'y a que à LFI qu'on entend les voix par rapport à la question palestinienne. De ce fait, c'est instrumentalisé comme étant des antisémites, etc. Mais on est dans un moment où la gauche mondiale a disparu. Moi, je me souviens les années 50, je me souviens tout le mouvement Bandung, les non-alignés, et puis jusqu'à l'apothéose qui a été Yasser Arafat en 1974 à l'ONU, avec l'histoire de l'olivier et l'histoire du fusil. Tout ça, c'était l'histoire d'une période d'espoir, pas seulement pour la Palestine, c'était l'histoire pour la libération, la justice et l'égalité des peuples. C'était ça, toute cette histoire-là. Peut-être que ça revient parce que, et pour répondre à une question, les mouvements de jeunes, ça a été fabuleux ce qui s'est passé. Moi, ce qui m'a donné du courage de rester debout pendant tous ces mois, c'est tous les jeunes dans le monde entier. Il y a des pays qui n'avaient jamais manifesté pour la Palestine, dont jamais de leur vie. Et il y avait ces jeunes, et pas seulement ils ont manifesté pour la Palestine, le droit de vie des Palestiniens, leur droit à l'autodétermination. Je pense aux jeunes aux États-Unis, ils ont pris conscience qu'en Israël, grâce à l'aide financière américaine, la sécurité sociale est gratuite. Aux États-Unis, elle est payante. Toute une partie de la population ne peut pas se l'offrir. C'est pareil pour les études universitaires. Et donc, il a commencé à y avoir des réactions en interne. Ce que je disais tout à l'heure, le miroir. En tout cas, tous ces jeunes se sont unis, réunis, certes de façon moins forte en France parce que ça a été opprimé, jusqu'à ce que Retailleau récemment dise qu'il veuille dissoudre Urgence Palestine parce que c'est que des jeunes, c'est pas innocent. Mais en attendant, vous avez raison, et moi c'est ça qui me donne de l'espoir. Je me dis, ces jeunes, même la belle-fille de Kamala Harris, vous savez que son compagnon est juif, et tout le monde avait la question, quand elle s'est présentée, de dire est-ce qu'elle va continuer la politique génocidaire de Biden? Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est Biden, ce n'est pas les républicains qui ont... Et donc, et en fait, sa fille faisait partie de ceux qui étaient sur le campus, devant l'université. Après, pour revenir peut-être et terminer sur 2 choses, oui. Bien sûr, les prisonniers palestiniens, 1 million depuis 1948 sont passés dans les prisons israéliennes. 1 million de Palestiniens sur le chiffre de Bethléem. Plus les prisonniers à numéro qu'on garde parce qu'il faut que le mort prisonnier fasse sa peine, etc. La question donc de la résistance, je l'ai dit, par rapport à un mouvement politiquement élu, mais je vais expliquer que, en fait, aujourd'hui, OLP, FPLP, FDLP, Hamas, le Forum d'initiative, etc., tous les partis politiques palestiniens sont considérés comme terroristes. En fait, Israël a imposé aux États-Unis de faire reconnaître tous ces partis comme terroristes, et maintenant à l'Europe. Je donne l'exemple de Mariam Abou Daqqa, qui était en France
Au mois d'octobre, quand ça s'est passé, c'est une Palestinienne de Gaza, militante féministe, et elle était venue faire des conférences sur les droits des femmes à Gaza et la question des femmes là-bas. Elle était au FPLP. Elle a eu un rôle politique il y a longtemps, elle ne l'est plus aujourd'hui, elle combat pour les droits des femmes, etc. Ça a été tout de suite la cible de Darmanin qui a voulu la faire expulser. Pour ça, il a utilisé le fait que le FPLP est considéré comme terroriste. Donc ce n'est pas que le Hamas. La résistance, c'est tout parti politique palestinien doit être interdit et aboli. Peut-être la dernière chose sur le camp de la paix et la question des Palestiniens de 48. Les Palestiniens de 48 sont otages d'Israël. Donc ils sont, alors bien évidemment, pas victimes du génocide comme à Gaza, mais ils n'ont pas voix au chapitre. Comme je l'ai dit, ce sont des citoyens de troisième zone. Et depuis le 7 octobre, vous savez qu'il y a une répression qui s'est accrue contre ces Palestiniens. Les droits, il y a plein de lois qui ont passé qui diminuent leurs droits, dès lors qu'ils sont palestiniens de 48. Donc eux, ils ne sont pas du tout complices d'Israël. Ils sont dans le même sac. Et c'est la même chose pour le Fatah. Vous savez, le Fatah, aujourd'hui, c'est l'ombre de lui-même. Il n'y a plus personne au Fatah. Mais comme dans tous les partis politiques mondiaux, c'est la fin de cette manière de voir la politique aujourd'hui. C'est pour ça que ça ne fonctionne plus nulle part. Hein. Et les Palestiniens ne sont pas différents des autres. C'est la même chose. Donc les gens du Fatah, d'abord, ça fait un moment que le système Fatah et OLP ne fonctionne plus. Et d'ailleurs, il y a toute une résistance palestinienne à l'intérieur de la Cisjordanie qui n'est ni Hamas ni Fatah et qui réclame un changement structurel de la question palestinienne. Mais ce n'est pas le moment parce qu'aujourd'hui, on doit faire front dans un contexte de génocide, comme on l'a dit. Et terminer l'histoire du camp de la paix. Le camp de la paix, en fait, ça ne veut rien dire. On a mis beaucoup de choses dans le mot camp de la paix. D'ailleurs, le mouvement pour la paix israélien a été constitué de sionistes qui se disaient de gauche. Mais ça restait des sionistes. C'est-à-dire, ça restait des gens qui avaient une vision inégale des Palestiniens vis-à-vis d'eux-mêmes. Sauf qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90, quand il y avait à l'époque de Rabin et qu'il fallait casser les os des Palestiniens, les gens du mouvement de la paix disaient « mais laissez-nous tirer, nous on va tirer juste sur les jambes, on ne va pas les tuer, mais on va quand même tirer dessus ». En fait, le camp de la paix, ceux qui sont vraiment dans le camp de la paix, c'est-à-dire pour l'égalité des droits des Palestiniens avec les Israéliens, est aujourd'hui une infime partie de la population israélienne. Elle est souvent en exil, parce qu'elle est elle-même souvent la cible de menaces, et que ce soit des menaces par des universitaires ou que ce soit à d'autres niveaux, je pense à Ilan Pappé, etc., qui sont en exil, et, ou Ethan Bronstein, qui a été créé Decolonizer, etc. En fait, Israël a créé le camp de la paix pour faire croire aussi aux Occidentaux qu'il y avait une branche qui était pour la paix, vous voyez bien, certains ils essayaient d'aider, qui avaient l'air d'eux sincères, etc. Et on ne les a plus jamais entendus, en fait, après. Et ça fait un moment qu'ils n'existent plus. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait accuser les Palestiniens en disant on n'a pas de leader en face de la paix pour créer l'État de Palestine. C'est ça le vrai problème. Les Palestiniens n'ont pas de leader. Les Palestiniens ne veulent pas la paix avec Israël. En fait, on fait porter l'accusation. C'est l'histoire des pervers narcissiques, en fait. Non, mais c'est ça la réalité. Je fais le lien entre féminisme, parce que je travaille là-dessus aussi, et la question palestinienne. Vous prenez la description de l'agresseur pervers narcissique. Vous avez l'État d'Israël. Isoler la victime, charmer le public, faire croire que... Vous prenez la définition de la stratégie de l'agresseur et vous avez le programme actuellement israélien. Donc le camp de la paix, il n'y a pas, et je voulais aussi dire, on a après Oslo, et ça m'a fatigué, cette histoire de processus de paix. Processus, ça ne veut rien dire. On a dit aux Palestiniens, mais vous devez négocier avec les Israéliens. Khalas, vous êtes dans un processus. Ça veut dire quoi? Quand on a deux États ou deux personnes qui sont dans un conflit, s'il n'y a pas un tiers sécure, il ne peut pas, surtout quand il y a une domination de la... Je prenais toujours l'image du loup et de la viande. La viande est dans la gueule du loup et on dit à la viande, il faut que tu négocies avec le loup. Mais le loup, sa condition, c'est de manger la viande. Aujourd'hui, Israël est le seul État membre des Nations Unies qui n'a pas de carte associée à son nom. Regardez dans le dossier ONU. Pourquoi? Parce qu'il continue de manger la viande. Et en fait, il faut un tiers.
Et aujourd'hui, on a pensé que l'ONU arriverait à faire ce tiers. Le problème de l'ONU, et je rejoins Agnès, moi aussi c'est ma boussole, mais il a manqué une chose à l'ONU, c'est la force pour faire appliquer le droit international. Quand vous êtes un État, vous votez des lois et vous avez la police, etc., pour faire appliquer la loi. L'ONU n'a pas ça, malheureusement. Donc il faut qu'on rêve à construire ça pour nous prémunir dans le monde de demain on espère, parce que oui, il faut qu'on ait de l'espoir, on n'a pas le droit de ne pas en avoir, mais et qu'on essaye de penser à ce qui a manqué dans ce monde d'aujourd'hui. Et cette force a manqué pour appliquer. Il n'y a pas de tiers sécure aujourd'hui entre les Palestiniens et Israël. Non seulement il n'y a pas de tiers sécure, mais il y a des complices actifs avec le génocidaire. Et c'est de ça dont il s'agit. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci Agnès Levallois. Merci Sandrine Mansour pour cet échange vraiment de qualité. C'était extrêmement passionnant. Il va falloir...